Lorsqu'adolescent, j'ai commencé les arts martiaux chinois par la pratique des styles modernes, on m'imposa l'étude d'une boxe interne, le Tai Chi Chuan, qui signifie boxe du grand fait suprême. Le terme boxe doit être lu au sens d'art martial, c'est-à-dire une science chinoise du combat dans laquelle on utilise des frappes, des saisies, des luxations et des projections. Le terme Taiji, que l'on traduit par grand fait suprême, représente plus précisément la poutre faîtière qui soutient tout un édifice, mais désigne ici l'intention qui se manifeste naturellement dans la matière par une énergie spiralée. Le Taiji engendre la création, elle-même soumise à une loi, celle du yin et du yang, c'est-à-dire à l'interaction de deux polarités indissociables. Le terme Tai Chi Chuan représente donc en premier lieu l'union du corps et de l'esprit à travers la pratique du combat. Si on approfondit l'étude du yin et du yang, on pourra aussi en déduire que la recherche au sein du concept martial du Tai Chi Chuan est liée à la notion d'équilibre au sein des postures, des déplacements, des forces en jeu, des actions offensives et défensives, des émotions ou des intentions, car de l'équilibre découle la circulation harmonieuse de l'énergie, qu'elle soit mécanique, martiale, vitale ou spirituelle. Aujourd'hui, on ne parle plus de Tai Chi Chuan mais de Tai Chi. On a éliminé jusque dans le nom de la discipline la connotation martiale, c'est dire l'intérêt qu'on lui porte. Le terme de Tai Chi Chuan est apparu au XIXe siècle pour désigner ce que l'on appelait plus communément la boxe de coton. Ce nom et tous les concepts philosophiques qui s'y rattachent sont issus d'un livre qui aurait été découvert dans la province du Henan et que l'on attribue à un personnage du nom de Wang Zongyue. Ce livre s'intitulait « Le traité du Tai Chi Chuan ». Le style yang que l'on me présenta était censé équilibrer le côté sportif de la gymnastique de combat à laquelle je m'exerçais assidûment en croyant faire du kung-fu wushu. Pour m'y conformer, on me demanda d'exécuter des gestes lents, de les relier entre eux avec fluidité et de maintenir une certaine organisation corporelle tout au long d'enchaînements techniques nommés formes. Il y avait la forme en 8 pas, en 16 pas, en 24 pas. Savoir faire du tai chi se résumait à savoir faire des formes. On me mettait parfois dans les mains une épée ou encore un éventail. On organisait des compétitions de formes. Finalement, ce qu'on me présentait dans cette dimension dite interne était très similaire à ce que je faisais déjà dans l'externe. Les seules différences résidaient dans la vitesse d'exécution et le concept gestuel. Nous recevions sans cesse les mêmes beaux discours sur les vertus thérapeutiques du tai chi ou sur le développement de l'énergie interne liée à sa pratique, mais les questions se bousculaient dans ma tête. Comment ces chorégraphies dénuées de sens allaient-elles me rendre plus fort ? En quoi le fait de gesticuler lentement dans le vide pouvait-il me garantir une santé de fer ? Les belles réponses toutes faites empruntées au folklore de la médecine chinoise me laissaient perplexe. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était qu'on me serve le Tai Chi Chuan comme un puissant art martial. Les quelques rares applications guerrières qu'on nous présentait de temps en temps pour justifier un mouvement étaient totalement fantaisistes. Je ne pouvais pas sérieusement croire que ce que je voyais là était la puissante science martiale de Yang l'Invincible. Alors j'ai tout abandonné. J'ai renié intégralement une discipline qui m'avait pourtant mené à un haut niveau. Je ne pouvais pas vivre dans le mensonge. Ma quête, à travers l'étude des arts martiaux, était une quête de force, et je n'étais qu'un gymnaste, passé expert dans l'art de l'imitation, un illusionniste. J'ai donc décidé de tout reprendre à zéro, de m'entraîner pour être un combattant et non un démonstrateur. Je souhaitais retrouver les pratiques martiales chinoises authentiques. Cette quête de vérité m'amena à rencontrer des formateurs exceptionnels dans des disciplines diverses telles que la lutte, l'art des saisies, le combat rapproché. Je ne rejetais aucune vision martiale, quelle que soit son origine, du moment que celle-ci était traditionnelle. Je fus guidé vers l'étude approfondie du Qigong, du taoïsme, du confucianisme, de l'hermétisme, de la culture chinoise et de son Yiking. L'histoire de la Chine, celle des arts martiaux en général, puis plus spécifiquement celle du Tai Chi Chuan, me permirent de comprendre l'étendue de la richesse martiale que le Wushu avait majoritairement perdue depuis la fin du XIXe siècle. Mais c'est surtout la sagesse profonde dissimulée au cœur de ces principes qui me poussa à me révolter contre les disciplines vides et mensongères que l'on propose aux masses depuis les années 70 sous le nom de Tai Chi. Celles qui ont abouti à faire de l'une des sciences martiales les plus perfectionnées une simple gymnastique douce de santé sur laquelle on pose trop souvent des discours mystico-fumeux. Celles qui ont été propulsées sur le devant de la scène par le mouvement New Age et qui ont contribué à faire du Tai Chi Chuan la seconde discipline rangée au rayon bien-être des loisirs familiaux après le yoga. Il faut savoir que les premières réelles traces historiques de la boxe de coton datent du tout début du XVIIe siècle.
Cela signifie que cet art martial a été perfectionné par des dizaines de générations de pratiquants et d'experts durant au moins 300 ans, jusqu'à ce qu'il soit épuré de ses enseignements les plus profonds. Comme tout art martial digne de ce nom, le Tai Chi Chuan offrait bien plus qu'une discipline guerrière. Il constituait une voie de perfectionnement sur tous les plans, qu'ils soient physiques, intellectuels ou spirituels. Devenir un grand combattant par son étude approfondie pouvait être une conséquence, mais les objectifs principaux étaient la purification de l'être, l'union du corps et de l'esprit, et enfin la réalisation de son essence profonde. Si, de nos jours, pour survivre, le Tai Chi Chuan a pris l'apparence d'un loisir, autrefois son apprentissage exigeait de longues heures de pratique quotidienne. L'étude des textes fondateurs de la pensée chinoise, l'application systématique d'un grand nombre de vertus et d'un mode de vie sain, l'exercice de la lutte, des frappes de mains, de bras, de corps, de jambes et de pieds, l'étude des saisies, des luxations, des pressions sur les trajets sanguins, sur les points du système nerveux ou sur ceux du système énergétique, le travail de la méditation et de la canalisation de l'énergie dans le bas-ventre, ou encore l'entraînement de l'équilibre, de l'enracinement, de la fluidité gestuelle, de la souplesse, de l'unité corporelle, de la capacité à adhérer aux mouvements adverses et à les suivre pour ne citer que les principaux éléments. Il faudra que ces applications martiales soient réalistes et précises, car vous devrez les appliquer lors de joutes à thème comme les poussées de main, les mains collantes ou encore les combats libres. De ces exercices naîtra votre capacité à vous concentrer sur ce que vous sentez et non sur ce que vous pensez. Vous serez inévitablement plongé dans le moment présent, car une erreur de concentration de votre part entraînera la mise en échec de votre structure. Le travail martial vous permettra de ne pas vivre dans le mensonge et d'accéder à la compréhension de ce qu'est l'humilité, première des vertus martiales. Vous pourrez ensuite reproduire les sensations que vous aurez ressenties au contact d'un partenaire ou d'un adversaire dans l'exécution de vos formes, et ce, de manière lente afin d'acquérir la pleine unité corps-esprit, mais aussi de manière rapide, car c'est afin de pouvoir être rapide comme l'éclair que l'on travaille lentement durant de longues années. Qui serait assez stupide pour penser que des gestes lents peuvent s'appliquer au combat ? Pratiquer rapidement vous permettra de dynamiser votre corps et de maintenir votre esprit jeune, vif et percutant. Cela vous permettra aussi de sortir votre force intérieure en faisant claquer vos gestes dans l'espace. La lenteur et la rapidité sont les deux facettes yin et yang de la vitesse. Le Tai Chi est bien l'intention qui engendre la création dans la matière selon la loi de l'harmonie entre le yin et le yang, n'est-ce pas ? Donc pratiquer la boxe du Tai Chi, c'est déjà comprendre la nécessité d'un équilibre général entre les choses. Il faut retenir qu'avant d'entrer dans les concepts énergétiques et ésotériques du Tai Chi Chuan et de théoriser sur ses dimensions spirituelles, il faut avoir expérimenté ses fondements matériels liés à la mécanique corporelle et aux applications martiales. Sans une bonne accroche à la terre, on ne peut monter vers le ciel. Il y a aussi un fait essentiel à comprendre lorsque l'on cherche à acquérir sa santé par la pratique du Tai Chi Chuan ou d'un autre art martial. C'est que la santé n'est pas uniquement une affaire d'exercice physique, d'hygiène alimentaire ou de pratique respiratoire. La santé est dépendante de la pensée et de la conscience. C'est pour cette raison que la pratique quotidienne de la vertu et de la morale est l'un des plus gros gages de la santé. C'est d'ailleurs bien là tout le symbole du Tai Chi Chuan. La libre circulation de la vie en vous est tout autour de vous. Les concepteurs de la boxe de coton voyaient la vie comme un combat dans lequel l'adversaire était l'ego. Il fallait pouvoir maîtriser ce puissant combattant au gré des incessants changements que la vie nous amenait à expérimenter, et ce sans opposition, en tirant profit de chaque force en jeu. S'adapter sans subir était la règle pour parvenir à maintenir son équilibre intérieur et extérieur, celui de son esprit et celui de son corps. Pouvoir maintenir l'immobilité au sein du mouvement ou encore la paix intérieure au sein de la guerre extérieure constituait l'accomplissement de la pratique. Voilà le but de l'étude des arts martiaux, trouver la paix intérieure en toutes circonstances, nous l'avons oublié. Aujourd'hui, les seules raisons pour lesquelles on pratique généralement les arts martiaux, c'est pour apprendre à se battre, pour faire du spectacle, ou encore pour apprendre à se battre en faisant du spectacle. J'ai donc choisi, au sein de mon école, de revendiquer d'abord l'aspect mécanique et martial du Tai Chi Chuan en le remettant dans son contexte originel, c'est-à-dire la pratique du combat. Cette dimension permet une expérience directe des concepts anciens issus des boxes traditionnelles chinoises. Elle permet également de mieux comprendre et de sauvegarder les techniques dans toute leur subtilité. Aucun geste des formes anciennes n'est là pour faire beau. Tout a un sens profond qui relie la mécanique, le martial et l'énergétique.
Plusieurs niveaux de pratique sont mis en place, et pour les plus jeunes, le Tai Chi Chuan est inséré au sein de l'étude des concepts martiaux chinois, liés à la pratique du combat libre, au même titre que d'autres boxes traditionnelles. Si vous souhaitez bénéficier des vertus de la pratique de la natation, il vous faudra nager, c'est-à-dire vous mouiller, aller dans l'eau. L'eau est l'élément qui vous permettra d'exercer la nage. Pour le Tai Chi Chuan, j'estime que c'est exactement la même chose. Pour en tirer les vertus, il faudra également vous plonger dans l'élément pour lequel il a été créé, la guerre, celle qui est nécessaire à l'émergence de la paix, intérieure ou extérieure, le yin et le yang étant indissociables.